Le rendez-vous. Rendez-vous. Je me masturbais quand mon père m'a appelé. J'avais pas la force de me lever pour baisser le son du porno. Il y avait même un chien joyeux comme un jaune ours et une femme qui avidement gobait son sperme. C'était long. Il frémissait, gueule souriante. La femme parlait en allemand, puis en français. Puis elle s'est allongée, les jambes en l'air écartées comme pas possible. Elle riait, caressant le ventre de cet ours-chien, qui léchait mélancoliquement la plaie fumante. Et là, mon père a appelé. C'était la deuxième fois depuis la mort de ma mère qu'il m'a appelé. Et là, ils se sont mis à chanter, là, sur l'écran. 2 types, 3 femmes et l'ours-chien. Avant, c'était en anglais, les chatteries « Oh my God, fuck me, oh, to nobody, glad, I'm, oh, fuck me ». Et puis, ils se sont mis à chanter. Mireille Baryshnikov a mis ses mains dans ses oreilles devant ces fuck me. Plateau littérature qu'on ouvre avec votre lecture, Dmitri Bortnikov, des premières lignes de ce premier roman en langue française, Repas de mort, édition Alia, en sélection pour le prix France Culture Télérama. Cette première phrase, je me masturbais quand mon père a appelé, c'est avec elle que vous avez vraiment commencé ce texte? Oui, mais ça veut pas dire que c'était un vrai. Ah, mais ça, c'est la licence littéraire, on sait. Oui. Le pacte du narrateur, bien sûr. Je savais la dernière phrase de ce roman. Et après est venue la première. Je ne reviendrai pas, c'est la dernière phrase. Voilà. Et j'y reviendrai plus. Une fois, je masturbais et c'est tout. En gros. Alors c'est votre 5e livre pour un parcours littéraire qui commence au début des années 2000. Cette fois un texte orphique qui a le pouvoir de convoquer les morts, des parents, des amis, des figures historiques, de revenir aussi sur le passé militaire du narrateur, qui donne d'ailleurs à ses compagnons des noms de héros grecs, il y a Ajax, Achille, Ulysse. Donc c'est une véritable épopée que ce repas de mort. Est-ce que la littérature avait vraiment ce pouvoir-là pour vous, c'est-à-dire ressusciter les morts, Dmitri Bortnikov? Peut-être je peux pas aller jusque-là pour dire que je suis un ouvreur de tombes, mais je dois avouer qu'il faut tout donner pour pouvoir vraiment voir ce qu'on a eu vraiment. Et avec ce texte-là, je pense que je suis descendu au plus bas de moi. Et là, je trouvais le fond. Et oui, j'étais aux tombes. Maintenant, je peux appuyer et je peux sortir petit à petit. Vous verrez remonter. Oui. Comment est-ce que le français s'est imposé pour ce roman? Parce que jusqu'à présent, vous écriviez en russe. Il y avait eu un texte précédent, en 2008, Furioso, mais qui était un peu à la frontière de la poésie du roman. Là, d'ailleurs, c'est pas appelé un roman, hein, c'est un texte livré tel quel. Comment est-ce que le français s'impose et peut-être qu'est-ce que ça change? Le français, pour moi, c'est deuxième langue. Ça veut dire, c'est la langue, c'est une sorte de masque. J'habite en France. Mes lecteurs potentiels, c'est des Français. Il n'y a pas beaucoup de bilingues. Et si j'écris pour les bilingues, je vais me ruiner. Je commençais à écrire en français, en sachant parfaitement que il faut que j'arrive à une telle intensité de français que même les Français commencent à comprendre que la langue, c'est toujours à traduire. Il va falloir, pour moi, il a fallu que j'invente, que je forge une langue pour pouvoir libérer la vie qui était emprisonnée en nous tous. Et ça passe toujours par un style. Ça passe par un style. J'ai écrit en russe, j'ai écrit pareil. Ça veut pas dire que c'est le français qui... Ça veut pas dire que... évidemment, c'est lui qui sait faire plus, sait faire le moins. Mais pour moi, c'était très difficile de mettre le français dans un étui de lunettes. C'était très difficile. Et donc, il fallait complètement abandonner la coquille russe. Il fallait complètement sortir. Et c'est assez délicat comme expérience pour
pour un escargot qui n'a plus de coquille, quoi. Et c'est difficile, c'était très pénible. On pourrait dire que vous êtes presque l'anti-Andrei Makine, parce qu'Andrei Makine raconte, lui, qu'il écrit directement en français, mais sans accent. Or, vous, je ne sais pas s'il y a un accent, mais il y a véritablement un travail à la fois sur la syntaxe qui est complètement torturée, les phrases grammaticalement sont interrompues après une conjonction de coordination, mais surtout, il y a quelque chose qui m'a intrigué, et ça, c'est dès le départ, qu'on retrouve d'ailleurs chaque fois qu'un paragraphe commence, il y a un tiret, mais un énorme tiret qui prend presque la moitié du paragraphe, qui ouvre, et je me demandais quelle valeur vous donniez à ce tiret, à ce trait, et en fait compte à ce dessin. C'est une sorte de musique. Vous savez, c'est une sorte de musique. Je vais peut-être commettre une sorte de blasphème, mais je tiens au cas où à subir une ordalie. Ça. Je ne suis pas du tout anti-Makine, je ne suis pas anti qui que ce soit, ni pour qui que ce soit. On a compris. Juste pour moi, Makine comme personnage et comme porteur d'écriture, il n'a pas de style. Il n'a pas de style. Pour moi, écrire, c'est d'avoir un style. Sinon, toutes les écritures se ressemblent. L'alphabet est partout le même. Alphabet en France, tout le monde... Mais déjà, tout le monde parle pas pareil, parle différemment. Le plus important, je vais vous dire, le plus important, Makine, on s'en fout. Ni anti-Makine, on s'en fout non plus. Ni Goncourt, ni anti-Goncourt. Tout ça, c'est rien. Le plus important, c'est de... parler à place de ce ou de celui ou de quelque chose qui n'a pas de parole, qui est muet. Pour moi, c'était la douleur. La vraie douleur est muette. Donc, il fallait commencer à parler à sa place. Pas faire semblant que c'est la douleur qui parle. Non, c'est moi qui parle, mais à sa place. On pourrait dire que le texte, son caractère extrêmement fragmenté, notamment au terme grammatical, pourrait aussi correspondre à la vie du narrateur, et sans rompre ce pacte de littéraire, à la vie que vous avez aussi menée. Vous avez fait presque tous les métiers, aide-soignant dans une maternité, court passage à la Légion, cuisinier particulier en France d'une comtesse russe, professeur de danse dans une maison de redressement aussi. Oui. Professeur de danse, qu'est-ce que vous enseignez comme danse? Danse classique. Qu'est-ce que Comment ça, danse classique? Non, je n'ose. Danse de salon? Danse des salons. Valse, tango, foxtrot, charleston, et tous les danses bizarres russes qui sont une sorte de mixage. Vous savez, dans les maisons de redressement, les femmes et les hommes ne peuvent pas se rencontrer. Donc c'était les hommes qui dansaient avec les hommes. Et c'était pas facile. Les hommes, ils ne se touchent pas dans les prisons en Russie, ni d'ailleurs ici. Et dans les prisons, c'était pénible, mais c'était merveilleux. Faire expérience, faire l'expérience. Et pour moi et pour eux, de cette rencontre de deux corps, parce que moi je considère que le corps c'est une fête, mais le corps qui danse c'est doublement une fête. À quel moment est arrivée l'écriture dans ce parcours? Assez tard. J'étais à l'hôpital, j'avais quelques problèmes de poumons, j'étais assez faible de poumons. Le reste ça fonctionne, mais les poumons ça marche pas beaucoup. Et je voyais mes copains, mes camarades mourir, moitié mourir, pourrir. Et je me suis dit, il faut que je note tout ça parce que sinon je vais oublier même leur nom et leur prénom. Je commençais à noter. On n'avait pas ni papier, ni crayon. Et je commençais à noter avec... Mikhail doit se souvenir, il y avait une sorte de crayon chimique. On appelait ça crayon chimique. Oui, dans l'eau, c'est-à-dire dans la bouche. Avec la salive, vous le mouillez, hein, et vous l'écrivez. Et j'écrivais sur les draps dans l'hôpital. Voilà, ça commençait comme ça, mais... ouais.
Mathieu Conquet. Un autre départ en littérature, ça a aussi été la Bible, puisque vous parlez toujours quand on parle de vos premières lectures. Oui. La Bible. Vous parlez de la Bible que vous avez lue beaucoup avec votre grand-mère. Oui, avec mon arrière-grand-mère qui était aveugle. Qui était aveugle de naissance, avec qui je grandis, avec qui j'ai appris à pisser debout, avec qui j'ai appris à faire caca assis, avec qui j'ai appris à aimer, à prier, à vivre. Mes parents m'ont laissé pendant 5 ans chez elle, et je grandis avec elle. J'ai appris à lire le slavon avec elle. Enfin, elle lisait pas, et elle m'a ouvert la Bible, et il y avait une autre vieille qui savait lire le slavon, il lisait, mais comme tous les gens du milieu modeste, elle lisait avec sa bouche et avec son doigt. Et moi, en regardant sa bouche et son doigt, je suivais son doigt et j'ai commencé à lire. J'ai appris le slavon, la Bible. Et c'était très, très important pour moi, parce qu'il n'y avait qu'un seul livre chez elle, c'était la Bible. Il y a une image, justement, je ne sais pas si elle est d'ordre biblique, certainement non, parce que ça serait vraiment une sorte de plagiat par anticipation, mais quelque chose qui est un peu à voir avec la religion. Il y a une image récurrente qui revient donc à plusieurs reprises dans ce texte, c'est l'acte de déchirer sa chemise. Vous voyez votre père déchirer sa chemise, un soldat de même, et à la fin du roman, il y a des ombres qui viennent prendre le narrateur et aussi déchirer sa chemise. Quel sens a cette image pour vous? Est-ce que c'est symbole de l'acte de pénitence, de chagrin? De chagrin. Vous savez, chez les Juifs, dans la Bible, ou chez les Romains, ou chez les Grecs, il y avait une sorte de, pas seulement le pénitence, le nazirat. On appelait ça nazirat chez les Juifs. Les gens, ils déchiraient leurs vêtements et déchiraient ses cheveux. Et voilà, ça vient de très loin. Tout ça, ça vient de très loin, Oui, je crois que c'est du chagrin. C'est chagrin, déchirer quelque chose. Et le voile de temple était déchiré de chagrin. Ultime question, Mathieu Conquet. Je crois, Dimitri Bortnikov, que vous venez de traduire la correspondance d'Ivan le Terrible. D'Ivan le Terrible, oui. Qu'est-ce que vous trouvez dans cette correspondance un peu inattendue, on va dire, d'une figure historique? Mais grandement entendue. Et connue pour sa cruauté. Vous savez, c'est pas une bonne traduction, et Michel va me corriger, parce que Ivan le Terrible, ça veut pas dire Ivan Grozny. Grozny, ça veut dire Ivan le Sévère. Ivan le Sévère. Et mon projet, c'est, premièrement, déterribiliser Ivan, terrible. Deuxièmement, c'est de rendre son russe accessible pour les Français. Ça veut dire, c'était un écrivain prodigieux. C'était un maître d'insulte. Schopenhauer peut se reposer tranquillement dans sa tombe. Et puis, c'était un homme très digne. C'était un homme qui était en correspondance avec la reine d'Angleterre. Il a demandé le mariage. La reine, elle a dit non. Et après, il y a une histoire d'amour. C'était un grand écrivain. Son russe, j'ai traduit ces lettres à partir du slavon. Ça veut dire la langue de 15e, 16e siècle. C'est pas la même chose. C'est complètement autre langue. C'est merveilleux. Moi, j'ai pris mon pied, mais en vidant ma plume, mais merveilleusement. C'était très beau. Parler à place de ce ou de celui ou de quelque chose qui est muet. Pour moi, c'était la douleur. Donc, il fallait commencer à parler à sa place. Merci à nos deux invités. Dimitri Bortnikov, qu'on vient d'entendre, Repas de mort est paru aux éditions Alia. Merci Myriam